Décembre 2006. Un rapport parlementaire de plusieurs centaines de pages dort dans un tiroir. Il dénonce 26 contrats qui ont bradé les richesses minières d'un pays entier. L'Assemblée qui devait le voter, une assemblée censée représenter 4 camps rivaux, unis dans un même gouvernement, vote contre sa propre publication. Ces documents existent. Ils s'appellent les rapports Lutundula. Et son enterrement par les élus eux-mêmes prouve une chose que personne n'a jamais dite à haute voix. La congestion du pouvoir qu'on a vendu à un pays entier n'a jamais existé. Pendant 3 ans, un président et 4 vice-présidents ont gouverné côte à côte. Officiellement, dans les faits, un seul homme contrôlait les services secrets, la garde présidentielle et 15 000 soldats. Et l'homme qui savait tout, qui a négocié les contrats les plus opaques de toute cette période, il est mort dans un accident d'avion en 2012, une mort jamais élucidée. Et ce n'est pas tout. 3 autres tentatives de coup d'État pendant cette période n'ont, à ce jour, jamais reçu d'explication officielle. Un pays sort de la guerre, la plus meurtrière d'Afrique depuis 1945. La solution, un président, 4 vice-présidents. Une formule surnommée 1+4 sur le papier, les partages du pouvoir les plus ambitieux du continent. Dans les faits, un homme garde les armes, un autre garde les comptes, et personne ne contrôle vraiment personne. 3 ans plus tard, les pays votent une nouvelle constitution. Un parlement entier choisit d'enterrer la preuve de son propre pillage. Voici les faits. Vous concluez. Ce que vous allez entendre est construit sur des rapports des Nations Unies, des enquêtes de Human Rights Watch, un document parlementaire jamais officiellement validé, mais jamais démenti, un témoignage judiciaire de 1200 pages livrées devant un tribunal arbitrage international en 2024. Quand une information n'est pas confirmée par plusieurs sources, on vous le dira explicitement. Quand un mystère reste un mystère, on ne fera semblant de rien. Pour comprendre pourquoi cette transition était condamnée dès le départ, il faut revenir à sa naissance. 17 décembre 2002, Pretoria, Afrique du Sud. Après des mois de négociations, les belligérants d'une guerre qui a impliqué jusqu'à 9 pays africains signent un texte. L'accord global et inclusif. Ce texte est ensuite adopté à Sun City, le 1er avril 2003. Un détail que beaucoup confondent encore aujourd'hui, croyant que tout s'est joué à Sun City. Non, la signature, c'était Pretoria. Sun City, c'était l'entérinement. Le principe de l'accord est simple sur le papier. Un partage de la transition entre le gouvernement en place et 3 groupes armés ou politiques qui se sont fait la guerre pendant des années. Les formats retenus s'appellent 1+4. Un président, 4 vice-présidents, chacun issu d'une composante différente. 30 juin 2003, Kinshasa, le gouvernement de transition est officiellement installé. Joseph Kabila reste président. Autour de lui, 4 hommes qui, quelques mois plus tôt, étaient soit des ennemis jurés, soit des rivaux politiques. Abdoulaye Irodia pour les camps gouvernemental, Jean-Pierre Bemba pour son mouvement rebelle, les MLC, Azarias Rouberois pour les RCD Goma, soutenus par le Rwanda, et Arthur Zaidi Ngoma pour l'opposition non armée. C'est l'image que le monde retient, la paix par les partages. 4 hommes qui se faisaient la guerre, assis à la même table. Mais voici l'anecdote qui préfigure tout ce qui va arriver.
Les textes de l'accord global et inclusif prévoyaient que les réunions entre les présidents et les vice-présidents se tiennent au moins une fois toutes les 2 semaines pour traiter ensemble de toutes les matières relatives à la gestion du pays, une obligation de concertation inscrite noir sur blanc. Dans la pratique, Kabila contrôle seule l'Agence nationale des renseignements, les renseignements militaires, la DEMIAP et la garde républicaine, en dehors de toute structure ministérielle partagée. Bemba et Rouberois s'en plaindront à plusieurs reprises, sans aucun résultat. Les partages du pouvoir étaient écrits sur les papiers. Les contrôles réels des armes, lui, n'a jamais été partagé. Voici les premiers chiffres qui changent tout. Pendant que les caméras montrent 4 hommes côte à côte au balcon du Palais de la Nation, voici ce qui se passe réellement dans l'ombre. Selon les données croisées de l'Institut sud-africain d'études de sécurité, la garde personnelle de Kabila a jusqu'à 15 000 soldats, la force privée de Bemba à Kinshasa et en Équateur 2 000 hommes, les troupes loyales à Rouberois, héritées de l'ancienne rébellion RCD, entre 11 000 et 20 000 soldats. Faites les calculs. Ce ne sont pas des gardes du corps. Ce sont 3 armées privées, présentes simultanément dans la même capitale, sous un même gouvernement de réconciliation nationale. Un détail que presque aucun documentaire occidental ne mentionne, en juin 2003, au moment même où ce gouvernement de paix s'installe, l'armée rwandaise est la seule de toutes les armées étrangères présentes en RDC à ne pas s'être retirée du territoire congolais. Pas une milice locale, une armée nationale étrangère. Officiellement, la guerre était finie. Sur les terrains, un acteur extérieur gardait ses troupes en place. Pourquoi? Quel accord, quelle garantie, quel arrangement permettait ce maintien en pleine transition des paix? À ce jour, aucun document déclassifié n'y répond clairement à cette question. Trois jours après l'installation du gouvernement en plus 4, le 3 juin 2003, des centaines de civils sont massacrés dans la ville de Bunia, en Ituri. Des dizaines de milliers d'autres sont forcés de fuir. Le partage du pouvoir à Kinshasa n'a strictement rien changé à la réalité de la guerre dans l'est du pays. Un an plus tard, en mai-juin 2004, un général dissident du nom de Laurent Kunda prend la ville de Bukavu. La réaction politique est immédiate et révélatrice. Les vice-présidents Rouberois suspend la participation au gouvernement des transitions. À lui seul, cet homme manque de faire s'effondrer tout l'édifice des paix. La preuve que cette cogestion tenait sur un fil. Quelques mois plus tard, en août 2004, c'est un massacre au Burundi voisin. 160 réfugiés Banyamulenge tués à Gatumba, qui ravive toutes les tensions. Rouberois accuse une milice. D'autres sources évoquent une complicité plus large, jamais clarifiée. Voici ce qu'on ne vous a probablement jamais raconté avec ce niveau de détail. Mars 2004. Une tentative de coup d'État contre Kabila échoue à Kinshasa, menée par un major du nom d'Éric Lengue. Les récits officiels l'attribuent à d'anciens partisans de Mobutu. Les connexions réelles derrière cette tentative n'ont, à ce jour, jamais été pleinement documentées publiquement. 11 juin 2004, celui-ci est le plus troublant. Des militaires de la garde présidentielle elle-même, pas des rebelles extérieurs, des hommes censés protéger Kabila, s'emparent de la radio-télévision nationale et annoncent la suspension des institutions de transition. La tentative échoue en quelques heures, mais une question reste. Qui à l'intérieur
même du dispositif sécuritaire de Kabila, a commandité cette tentative. Le mystère n'a jamais été élucidé publiquement. Mars 2005, un accrochage armé éclate à Kinshasa entre les gardes du corps de Bemba et les hommes de la sécurité présidentielle après la découverte d'une cache d'armes. Qui avait dissimulé ces armes? Dans quel but? L'incident n'a jamais reçu d'explication officielle. 3 tentatives de déstabilisation interne, 3 zones d'ombre, un seul point commun, elles touchent toutes, de près ou de loin, l'appareil sécuritaire de Kabila que Kabila contrôlait seul. L'argent qui change de main. C'est là que l'histoire devient vraiment dérangeante. Pendant que 4 hommes se partagent symboliquement les pouvoirs politiques, un rapport des panels d'experts des Nations Unies, publié en 2002, puis actualisé en 2003, documente quelque chose de vertigineux. Un réseau a transféré des actifs représentant au moins 5 milliards de dollars du secteur minier public vers des entreprises privées sans qu'aucune indemnité ne soit reversée au trésor public congolais. 5 milliards de dollars pendant que le pays sortait d'une guerre qui avait tué des millions de personnes. Les rapports citent des noms. Les ministres de la Sécurité de l'époque, le directeur général de la GECAMINE, l'entreprise minière publique, et un nom qui va revenir sans cesse dans cette histoire, Augustin Katumba Mwanke, nommé secrétaire général de la présidence au cœur même de cette période. Les 3 hommes cités sont suspendus, puis blanchis par les procureurs généraux, faute de preuves en pleine formation du nouveau gouvernement. Suspendus, puis blanchis, au moment exact où ils prenaient leurs nouvelles fonctions. Voici les faits, vous concluez. Les rapports qu'un Parlement a volés contre lui-même. En 2005, une commission parlementaire dirigée par le député Christophe Lutundula livre un rapport accablant. 26 contrats signés entre l'État congolais et des sociétés minières entre 2001 et 2003 auraient bradé le patrimoine minier du pays. Voici le moment le plus révélateur de toute cette histoire. Ce rapport est soumis à l'Assemblée nationale des transitions. L'Assemblée est censée représenter justement la coalition des 4 camps réconciliés, et cette même Assemblée vote contre sa propre publication. Pas un camp contre un autre, tous les camps ensemble contre la transparence. C'est sans doute la preuve la plus directe que cette transition n'était pas un vrai partage de pouvoir entre rivaux, mais une coalition d'intérêts pour protéger un système où chacun, à des degrés divers, avait quelque chose à cacher. Revenons à ce nom, Augustin Katumba Mwanke, cité une première fois en 2002 dans les rapports de l'ONU sur les pillages des ressources suspendues, puis blanchi en 2003, maintenu au cœur du pouvoir tout au long de la transition 1+4 comme secrétaire général de la présidence, l'un des postes les plus stratégiques de l'État en dehors du contrôle des vice-présidents. Et puis, plus de 20 ans plus tard, un témoignage explosif refait surface en 2024 dans le cadre d'un arbitrage judiciaire international en Israël, un document de 1200 pages. Appuyé sur 10 000 pages de témoignages, l'homme d'affaires Dan Jettler reconnaît avoir versé d'importantes sommes à Katumba Mwanke pour faciliter l'obtention des permis miniers et pétroliers. Jettler affirme avoir détenu pour les comptes de Katumba des actifs miniers évalués à plusieurs centaines de millions de dollars. Plusieurs centaines de millions de dollars détenus au nom d'un homme qui, 20 ans plus tôt, occupait les bureaux les plus discrets et les plus puissants de la présidence congolaise. Katumba Mwanke est mort en février 2012 dans un accident d'avion près de Bukavu, un accident qui a aussi coûté la vie à plusieurs autres personnalités.
Les circonstances exactes de ces crashs n'ont jamais été pleinement élucidées dans l'espace public. L'homme qui en savait peut-être plus sur les rouages financiers les plus opaques de la transition congolaise, c'est lui par qui ont transité des centaines de millions de dollars selon un témoignage judiciaire ultérieur, a disparu dans un accident d'avion 10 ans après les faits, sans que la lumière complète n'ait jamais été faite. Voici les faits, vous concluez. En décembre 2005, les pays votent un référendum constitutionnel. Les taux de participants annoncés, 84,31%. Un chiffre extraordinairement élevé pour un pays sortant tout juste de la guerre la plus meurtrière du continent, avec une administration exsangue et des routes parfois inexistantes. Ces chiffres ont été contestés par des observateurs indépendants, mais il a permis de boucler officiellement la transition dans les temps. L'histoire du gouvernement 1+4, c'est l'histoire d'un pays à qui l'on a vendu une image de réconciliation, pendant que les vrais leviers du pouvoir, les armes, les services secrets, l'argent des mines, restaient soigneusement hors des portées du partage. L'histoire du gouvernement 1+4, c'est l'histoire d'un rapport parlementaire, enterré par les élus eux-mêmes, parce que la transparence menaçait tous les camps à la fois et pas un seul. L'histoire du gouvernement 1+4, c'est l'histoire d'un homme qui en savait probablement plus que quiconque sur les flux d'argent de cette période et qui a emporté ses réponses dans un accident d'avion sans que personne n'ait jamais eu les siennes.